Bonsoir à tous et merci d'être encore fidèles pour cette nouvelle conférence des mercredis d'Andoum. Donc ce soir, on a vraiment le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Édouard Barre, qui est professeur au Collège de Franche et chercheur, avec les C, au CEREJ. Bonsoir Édouard. Bonsoir. C'est un grand honneur que tu nous fais de venir nous parler de tes travaux. Je vous rappelle que ces conférences vous sont proposées tous les derniers mercredis de chaque mois par l'IMBE, l'Institut de biodiversité et d'écologie marine et continentale, avec le soutien de l'OSUPITEAS et de Aix-Marseille Université. Donc merci à tous. Merci également aux internautes qui se sont déjà connectés avant le début pour t'écouter, Édouard. Et donc je vous rappelle que après la conférence d'Édouard, vous aurez tout le loisir de lui poser vos questions et également pour nos internautes via le chat, je retransférerai les questions à Édouard. Donc je te laisse la parole. Je vous souhaite une très jolie conférence et à tout à l'heure. Merci Carole Borchiellini pour cette introduction et merci à Christian Marchal qui est derrière sa console pour l'enregistrement. Ce soir, je suis très heureux en fait de parler ici à Marseille. Bon, en même temps, je suis professeur au Collège de France rattaché au CEREJ, mais dans une vie précédente, j'ai été professeur à Aix-Marseille Université quand je suis arrivé en 91. Donc je suis à Marseille finalement depuis assez longtemps et je suis finalement un local puisque le laboratoire est implanté sur le plateau de l'Arbois, pas si loin que ça de Marseille. Alors, ce soir, j'ai décidé en fait de vous parler de la dernière déglaciation et en particulier quelques implications non exhaustives sur des sites célèbres de la région, en particulier le trait de côte de Marseille et la grotte Cosquer, et d'autre part, je vais vous parler des anneaux de coralligène du Cap Corse. Alors, quand on parle de niveau de la mer à Marseille, on ne peut pas ne pas mentionner, en particulier ici à Andoum, on est juste à côté, quelques mètres, le marégraphe de Marseille. Tout a commencé à Marseille, pratiquement, avec la construction de ce marégraphe mécanique que vous connaissez tous sur la Corniche, qui existe encore et qui fonctionne qui a fonctionné depuis 1884, donc la fin du 19e siècle. C'est la deuxième plus longue série marégraphique de France, après celle de Brest. Et donc, c'est vraiment un enregistrement absolument fondamental sur l'évolution du niveau des mers, comme vous le savez. Alors, cette évolution du niveau de la mer, je vais vous en parler abondamment aujourd'hui. C'est un domaine qui est très vaste. Et pour mettre les choses dans le contexte, bien évidemment, ce que l'on fait est effectivement sous-tendu par l'évolution actuelle du niveau de la mer, qui est essentiellement liée, pour la partie récente, les dernières décennies, au réchauffement mondial. Alors, les marégraphes, je vous ai parlé du marégraphe de Marseille. Il y a des séries marégraphiques un peu partout dans le monde, des longues et des moins longues, et d'autre part, depuis quelques décennies, depuis 1993, avec l'expérience franco-américaine Topex-Poséidon, des mesures très précises par satellite, les satellites altimétriques, qui permettent en fait de reconstituer à l'échelle planétaire l'évolution du niveau des mers. Donc le graphe de gauche qui vous est montré ici vous montre en fait l'évolution du niveau de la mer exprimée ici en millimètres. Donc depuis plus qu'un siècle, ça fait à peu près 20 cm d'élévation du niveau de la mer. Alors on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais en même temps tout est dans la projection. Et d'autre part, on peut estimer des taux de montée du niveau de la mer, ici en particulier sur les dernières décennies avec les satellites altimétriques. On a une moyenne de plus de 3 mm, ça s'est accéléré dans les dernières années, on est à plus de 4 maintenant, avec une combinaison et un accord entre les séries marégraphiques qui sont compliquées à compiler. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est important de savoir que pour les dernières décennies, on a une relativement bonne compréhension sur le fait que le réchauffement mondial est très important, avec deux mécanismes principaux qui sont la fonte des glaces continentales, les glaciers de montagne, les calottes de glace comme le Groenland et l'Antarctique, et d'autre part l'expansion thermique, la dilatation thermique des masses d'eau, qui est responsable aussi, alors ça dépend de l'échelle de temps, mais sur les années récentes, de l'ordre du tiers de cette élévation du niveau de la mer.
Alors, ce qui est important aussi pour nous tous, c'est les projections de cette évolution du niveau de la mer, qui est représenté ici à droite. Alors, ce qui est représenté là, c'est juste tiré du dernier rapport du GIEC, les compilations des projections avec différents modèles, parce que là, il s'agit de modélisation. On essaye de se projeter dans le futur. Et comme les choses dépendent du réchauffement mondial, tout dépend aussi des scénarios d'émissions et les différentes courbes rouges à bleu. Bleu pour les scénarios optimistes sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, et les plus rouges sont les scénarios pessimistes, ou on va dire presque réalistes, quand rien ne change, et montre en fait qu'à l'échelle du prochain, de la fin de ce siècle, en 2100, on aura une évolution qui va être pratiquement de l'ordre du mètre, avec des possibilités d'instabilité aussi des glaciers, en particulier, des inland seas, des calottes de glace, qui peuvent être plus dynamiques que ce qu'elles sont dans certains modèles, avec possiblement des évolutions liées à des instabilités de ces calottes de glace, qui sont de plus en plus documentées, qui à l'époque, en 2021, pour la sortie de ce dernier rapport, étaient considérées comme relativement peu probable, mais de plus en plus d'évidence montre en fait que effectivement les calottes de glace peuvent être impactées et présenter des phénomènes dynamiques avec des pertes de masse très importantes, et donc une évolution qui pourrait aller jusqu'à pratiquement 2 mètres à l'échelle du prochain siècle, de la fin de notre siècle, du 21e siècle. Alors ça, c'est pour à la fois les projections futures, les séries temporelles relativement récentes. Et il est important, on peut effectivement aussi étudier le niveau des mers en se tournant vers le passé relativement ancien, mais suffisamment récent pour avoir des données précises. Et en particulier, une des grandes phases d'évolution du niveau des mers, c'est ce que l'on appelle la dernière grande déglaciation, qui a eu lieu entre la dernière période glaciaire, 21 000 ans avant le présent, le DMG, dernier maximum glaciaire, jusqu'à la période actuelle. Pendant cette période, l'évolution du niveau des mers a été de plus de 100 mètres. Donc on a un rapport signal sur bruit qui est pratiquement équivalent à ce que peuvent avoir les collègues qui travaillent sur les données satellites ou les données des marégraphes, avec des mesures très précises, mais encore une fois, des amplitudes qui sont beaucoup plus faibles. Alors cette vue-là, elle représente une comparaison entre l'hémisphère nord, cartographié et imagé, pour l'hémisphère nord actuel, à gauche, avec uniquement une calotte de glace plantée sur le Groenland, et d'autre part la situation au dernier maximum glaciaire, avec une énorme calotte de glace de 4 km d'épaisseur sur le Canada. Donc il faut imaginer l'équivalent de l'Antarctique posé sur le Canada, la calotte Laurentide, et d'autre part des calottes aussi importantes dans le nord de l'Europe, en particulier en Scandinavie, au niveau de la mer de Barents, des îles britanniques, etc. Le Groenland était un peu plus gros. Si je vous montrais la vue en fait, sur l'hémisphère sud, on verrait aussi que l'Antarctique était un peu plus gros. Là, je vous représente une cartographie qui date de 81, et je l'aime bien parce que c'est la plus esthétique, en fait. Et finalement, les plus récentes sont... le détail a effectivement un petit peu changé, mais n'ont pas atteint le niveau esthétique de cette reconstitution du projet CliMap des années 80. Donc je continue à présenter celle-là pour l'introduction. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant cette période, il faisait effectivement nettement plus froid. Ici, vous avez des isothermes exprimés, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de bleu en Atlantique Nord, donc il faisait beaucoup plus froid pendant la glaciation. Et d'autre part, le trait de côte était très affecté parce que le niveau de la mer était à plus de 100 mètres plus bas. Donc on pouvait passer à pied sec de l'Angleterre à la France, on pouvait passer de Sibérie en Amérique directement par le détroit de Bering qui était exondé. Donc une situation qui était effectivement très différente, la banquise était beaucoup plus étendue, etc. Donc c'est quelque chose qui a affecté tous les traits de côte à l'échelle mondiale. Alors, pour reconstituer, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'essayer de reconstituer l'évolution du niveau des mers pendant la transition entre 21 000 ans avant le présent et la période actuelle. Et alors, il y a plusieurs techniques, méthodes, des méthodes géochimiques, d'autres méthodes encore, mais une des méthodes favorites, en fait, que l'on utilise en particulier au CEREJ, c'est d'utiliser des marqueurs biologiques du niveau marin, que l'on va essayer de chercher à l'état fossile, des marqueurs essentiellement des organismes fixés
parce que s'ils sont fixés, eh bien, on peut avoir une position relative par rapport au niveau actuel de la mer. Et en particulier sous les tropiques, on peut utiliser les coraux constructeurs de récifs. Ces coraux constructeurs de récifs, pour la plupart, vivent en symbiose avec des algues, avec des zooxanthelles, et donc ils ont besoin de lumière. Certaines espèces sont très restreintes au point de vue de leur paléobathymétrie, au point de vue de leur bathymétrie. D'autres le sont beaucoup moins. On est obligé effectivement d'entrer dans ces détails. Mais on peut effectivement, en utilisant des marqueurs biologiques fossiles, en les datant, puisque bien évidemment on veut reconstituer une échelle de temps, enfin une évolution du niveau des mers, donc on va être obligé d'utiliser des techniques de datation, on peut reconstituer l'évolution du niveau des mers à partir de ces indicateurs biologiques. Donc ici j'ai disposé quelques vues, une vue de Mayotte, ici des coraux un peu spéciaux qui sont très finement liés au niveau de la mer, ce qu'on appelle des micro-atolls. Ici, vous avez une vue des Caraïbes, Saint-Martin, avec des coraux Acropora palmés qui sont très restreints au point de vue de leur bathymétrie. On peut voir dans certaines zones, par exemple ici, c'est une vue de l'île de Marais, où on a un étagement de terrasses coralliennes anciennes qui correspondent à des hauts niveaux de la mer, qui sont tout à fait nets. Alors, pour reconstituer l'évolution du niveau des mers pendant la déglaciation, malheureusement pour les chercheurs, l'essentiel de l'information est en fait sous l'eau. Donc, en fait, on va être obligé d'aller sous l'eau pour récupérer cette information. Alors, soit on peut aller chercher ça à la main en plongée, soit on utilise de gros outillages. Donc, une des grosses opérations qui nous a intéressés au CEREJ pendant quelques années, ça a été l'expédition de forage au large de Tahiti, dans le cadre d'un gros programme. Alors, c'est quelque chose, c'est une aventure qui nous a coûté beaucoup de temps et d'énergie, en particulier, tout à fait au départ, on voulait faire cela uniquement avec des moyens français, et ça n'a pas été possible. Et dès la fin des années 90, avec d'autres collègues du CEREJ, Gilbert Camoin, Bruno Hamelin, on a pensé à faire financer l'opération par le grand programme Ocean Drilling Program. Et ensuite, les choses ont été très lentes pour convaincre de dépenser autant d'argent pour faire des forages au large de Tahiti. Ça s'est concrétisé, effectivement. Le premier proposal, c'était 1999. L'expédition a eu lieu en 2005. Et on est toujours en train de valoriser des données. Actuellement, on a quelques papiers encore sur des données qu'on établit encore à l'heure actuelle pour aller creuser encore plus loin dans ces informations, dans ces enregistrements, dans ces carottes qui sont disponibles. Alors ça, c'est la plateforme de forage qui avait été utilisée à l'époque. Il y avait 3 sites essentiellement autour de Tahiti Nui, la grande île de Tahiti. Et là, je vais vous montrer juste un petit film en fait, qui vous montre en fait, quelques vues sur cette expédition. Alors c'est la suite en fait, de travaux qui avaient été faits, qu'on avait réalisés en collaboration avec les collègues de l'Orstom, maintenant IRD, avec des forages qui étaient implantés directement sur le récif barrière de Tahiti, des forages verticaux, des forages déviés vers le large. Et ensuite, donc, cette expédition a eu lieu en 2005. C'était une collaboration entre plusieurs pays, bien évidemment. On était obligé de partager, mais encore une fois aussi de collaborer. Donc, pour le niveau de la mer, c'était essentiellement une collaboration pilotée par les Français, donc le CEREJ, avec des collègues japonais, des collègues anglais, des collègues allemands. Ici, vous avez donc des vues sur cette plateforme de forage, le Hunter. Il y a eu plus d'une vingtaine de forages sur les 3 zones autour de Tahiti qui ont été réalisés, plus de 600 mètres de carottes pour des profondeurs de forage entre 40 et 120 mètres de profondeur. Donc on a un taux de couverture qui était relativement bon pour cette période de la déglaciation. Donc ici, vous voyez une de ces carottes. Alors, avec ces carottes, eh bien, on peut les étudier, on peut faire des lames minces, regarder dans le détail, en particulier identifier les différentes espèces. Il s'agit essentiellement de massifs construits avec des coraux en place et quelquefois aussi cassés, des algues corallines et ce qu'on appelle des microbialites ou des stromatolites qui sont gris en fait sur les poteaux, qui sont en fait un remplissage. Et tous ces objets, mais essentiellement les coraux, peuvent être datés très précisément avec les outils que nous avons installés au CEREJ. Alors tout d'abord, ça c'est le premier outil qu'on avait d'abord installé à Saint-Jérôme, sur le campus de Saint-Jérôme, qu'on a déménagé ensuite à
à l'Arbois, et puis on a modernisé pour l'uranium-thorium avec une MCICPMS, et pour le carbone 14, on utilise un accélérateur de particules qui s'appelle ex-Michaelas, qui est implanté aussi au CEREG pour le radiocarbone. Donc c'est essentiellement ces deux chronomètres que nous utilisons pour les datations. Alors tout calcul fait de façon simplifiée, voici l'évolution du niveau des mers pour Tahiti, la remontée du niveau de la mer établie avec ces différents forages, les forages implantés sur le récif barrière, et les forages offshore. Alors c'est plus coûteux et plus difficile d'avoir les plus profonds, avec donc une remontée qui est de plus de 100 mètres. Ici, on est pour le dernier maximum glaciaire. On n'a pas exactement le maximum glaciaire avec les forages de Tahiti. Il nous manque encore une petite partie, mais on a des bathymétries qui sont de l'ordre de 120 mètres. Le maximum glaciaire était encore plus bas. Et on peut suivre avec ces différents coraux à la fois les triangles et les triangles bleus et verts correspondent au forage onshore, et ce qui était collecté au large est représenté en rouge. Tout ça est publié maintenant, et on a pu calculer en fait des évolutions exprimées en millimètres par an, localement, d'évolution du niveau des mers. Donc vous voyez que le profil est assez tourmenté. Il y a des périodes d'accélération. En particulier, il y a une période d'accélération qu'on a appelée le Meltwater Pulse 1A vers 14-15 000 ans, avec pratiquement un ordre de grandeur supérieur à ce qui se passe actuellement. On est à 40 mm par an pendant quelques siècles, donc c'est phénoménal au point de vue changement du niveau de la mer, et une évolution avec des à-coups, et surtout une baisse fondamentale à partir de 5000 ans avant le présent. On atteint finalement un niveau de la mer qui est quasi stable à partir de 5000 ans avant le présent, donc pendant la période Holocène. Alors on a pu comparer ces différentes informations avec d'autres enregistrements du niveau de la mer pour les océans Atlantique et Pacifique. Ici, c'est une compilation qui n'est pas exhaustive, mais qui présente l'essentiel des principales longues séries qui vont jusqu'au maximum glaciaire, donc Tahiti. La Barbade, en fait, qu'on avait déjà étudiée, en particulier lorsque j'étais aux États-Unis à Columbia, avec Bruno Hamelin, on avait travaillé sur l'île de la Barbade. Donc c'est des papiers qui datent maintenant de 35 ans. Donc, mais qui montrent en fait la même évolution, avec en partie et d'autres sites encore, Papouasie, Nouvelle-Guinée, des sites autour de l'Australie, montrent donc des changements très conséquents de plus de 100 mètres. Ici, on va de 20 000 ans, 21 000 ans jusqu'à 8 000 ans avant le présent. L'Holocène est tronqué parce qu'il est très calme. Et toujours cette accélération vers 14-15 000 ans. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une certaine dispersion qui est liée à des phénomènes alors, aussi d'imprécision des marqueurs bathymétriques, mais aussi de problèmes dont je vais vous parler, qui sont que le niveau des mers n'évolue pas de la même façon partout. En première approximation, on pourrait considérer que les choses évoluent simplement, mais vous allez voir, c'est plus compliqué. Alors, on peut travailler aussi sur des marqueurs biologiques en Méditerranée. Alors, il n'y a pas de récif corallien comme équivalent à ceux de Tahiti, mais on peut travailler, par exemple, sur des bioconstructions d'algues rouges. Ici, vous avez les célèbres trottoirs algaires à Lithophyllum bisoides, qui sont confinés à une bathymétrie très restreinte. Dans d'autres zones, on peut avoir des récifs de vermets, des gastéropodes. Ici, c'est une vue en Sicile. Et ces objets peuvent être datés, et on peut reconstituer l'évolution du niveau des mers. Ici, vous avez une figure qui était tirée du rapport du GIEC de 2013, qui était tirée directement des travaux de Jacques Laborel, qui était un collègue chercheur ici, qui a beaucoup travaillé en fait, pour reconstituer le niveau des mers à partir de ces Lithophyllum bisoides, donc ces trottoirs algaires, pour la région, La Ciotat, Gien et Porquerolles, essentiellement, c'est ces données qui ont été compilées ici, qui permettent de remonter jusqu'à 5000 ans. Mais bon, vous voyez que là, l'évolution, l'ampleur, l'amplitude des changements n'est que de l'ordre de 2 mètres à peine. Alors, il est aussi possible, c'est anecdotique, mais c'est important de le mentionner, on peut travailler sur d'autres objets encore sur la côte, en particulier dans des grottes submergées. Il est possible de retrouver des stalagmites qui ne poussent en fait que quand la grotte est au-dessus de l'eau. Et par contre, quand la grotte est inondée, les stalagmites s'arrêtent de pousser. Et donc, ça peut nous donner, si on prélève dans une grotte submergée aujourd'hui côtière des stalagmites prélevés à différentes profondeurs, eh bien, en datant les périodes de pousse, on peut, à différents niveaux, on peut reconstituer l'évolution du niveau des mers. On peut le faire aussi sur des périodes de temps avec des changements glaciaires-interglaciaires. Alors, c'est ce qu'on a fait avec un collègue italien, Fabrizio Antonioli, qui aime bien aller dans les grottes. Ici, vous avez des stalagmites qui sont en fait plus des stalagmites, ce sont des objets mixtes qui sont à la fois
un mélange avec, ici vous avez une tranche d'un des stalagmites qu'on a daté, on a fait pas mal de papiers en fait, différents, mais celui-ci est vraiment emblématique. C'est vraiment un code barre. Vous avez des parties sombres qui représentent de la calcite, donc de stalagmites, et les parties blanches correspondent en fait à des encroûtements marins qui sont formés en fait par des serpules, donc des vers qui vont synthétiser du carbonate de calcium. Et dans ces objets, dans d'autres stalagmites, ici on l'a aussi, on a le dernier maximum glaciaire ici, mais il est peu apparent. On l'a de façon bien plus apparente dans d'autres stalagmites de la même grotte et dans d'autres. On peut reconstituer des changements du niveau des mers. Ici, les datations sont exprimées en kilo-années. Donc là, on était focalisé sur un haut niveau de la mer il y a à peu près 190 000 ans. Mais bon, le même type d'information a été étudié pour le dernier maximum glaciaire. Alors, je vous ai dit en préambule que les choses étaient compliquées. C'est vrai pour les marégraphes, c'est vrai, mais c'est la même problématique finalement. Essentiellement parce que la Terre, quand on met des calottes de glace et quand elles fondent et quand le niveau des mers évolue, eh bien, ça déforme la Terre. Il faut en tenir compte. Alors, j'avais amené une petite balle, je crois que j'ai dû la poser quelque part. Elle est là. Elle est là ? Ah ben voilà, elle est là. Je me suis demandé où elle était. C'est une petite balle que j'aime bien parce qu'elle est à la fois, elle a une réponse qui est à la fois élastique et un peu visqueuse. Donc, quand on met des calottes de glace sur les deux pôles, pôle nord, pôle sud, et qu'on relâche, vous allez voir qu'elle va évoluer dans le temps, même si il n'y a plus de contraintes, même s'il n'y a plus de calottes de glace. Voilà, je mets les calottes de glace, je comprime fortement, et ensuite je laisse évoluer la Terre qui va se remettre en forme. Et donc cette remise en forme, elle est liée justement au fait que quand on pose une calotte de glace, c'est le diagramme imagé là, qui vous est représenté ici, quand on pose une calotte de glace sur le continent, sur la croûte terrestre, eh bien, ça a tendance à la déformer. Il y a une dépression qui est formée sous la calotte de glace. Il faut imaginer que la Laurentide, c'était 4 km de glace, c'est équivalent à 1,5 km de granit, c'est une montagne de granit. En équivalent de densité, donc c'est vraiment quelque chose qui pèse. Et tout autour de cette calotte de glace, il y a le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a une remontée avec formation de ce qu'on appelle un bourrelet périglaciaire, tout à fait périphérique à la calotte. Et lorsqu'on fait fondre la calotte de glace, cette calotte de glace, l'eau va aller à l'océan, mais la Terre ne se remet pas en forme instantanément, parce que les modules viscoélastiques de la Terre sont tels que c'est très lent, et ça intervient encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on a une déformation de la Terre qui est liée à la mémoire de ce qui s'est passé il y a 20 000 ans. Alors ici, c'est un diagramme très imagé, on va avoir une remontée, une surrection au centre, là où il y avait les calottes de glace. On va avoir une subsidence tout à fait autour, au niveau du bourrelet. Donc ce qu'on appelle au centre, c'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. Et c'est des choses qui se mesurent encore à l'heure actuelle. Ici, vous avez une cartographie pour l'Amérique du Nord et pour la Scandinavie, des mesures par GPS en fait, de la remontée du socle. Donc vous avez des taux de remontée qui sont de l'ordre de, ici c'est exprimé en millimètres par an, vous avez des zones où la remontée terrestre est de l'ordre de 1 cm par an. C'est colossal. Ça veut dire qu'il y a 10 cm en 10 ans, c'est absolument colossal. Et donc, le trait de côte, ici, au lieu d'observer une montée du niveau de la mer, qui est la montée globale vue par les satellites, en fait, le niveau de la mer, il descend parce que le niveau du continent remonte, mais avec des vitesses très importantes. C'est vrai aussi pour le golfe de Botnie, entre la Finlande et la Suède. Ici, vous avez encore une fois une cartographie de ces mesures par GPS du réajustement isostatique post-glaciaire. Et ça, c'est aussi vu dans les marégraphes de la région. Et ça doit être corrigé si on veut faire des compilations pour voir l'effet du changement statique. Alors, ce réajustement isostatique post-glaciaire, il peut se modéliser. Il se modélise avec des modèles qui sont complexes, qui sont des modèles de géophysique, qui tiennent compte en fait de la rhéologie de la Terre. Alors il y a des modèles qui sont maintenant 3D, mais pendant très longtemps, il y avait une couverture géographique pour positionner les calottes de glace là où elles sont géographiquement, et avec une rhéologie, c'est-à-dire des paramètres d'élasticité et de viscosité en fonction de la profondeur qui étaient radiales. Maintenant, il y a des modèles qui sont 3D, et qui permettent en fait de faire des simulations en tenant compte des données existantes, des données de niveau de la mer. On peut contraindre le modèle
On a aussi des données géophysiques pour contraindre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, pour effectivement faire des simulations qui s'approchent de la réalité. Donc ça, c'est une cartographie qui vous montre la remontée actuelle du phénomène, donc la mémoire de la dernière glaciation, aujourd'hui, exprimée en millimètres par an, modélisée par un groupe, ici, Glenn Milne. Vous avez en particulier des zones rouges qui correspondent à la position des anciennes calottes où le continent remonte. Donc on a des déformations radiales qui sont positives. C'est vrai aussi pour l'Antarctique, c'est vrai pour la Scandinavie. Et d'autres zones, vous voyez que la zone du bourrelet, elle descend. C'est logique. Toutes les zones qui descendent, en particulier la zone périphérique du bourrelet, descendent de façon beaucoup plus importante à cause de cette subsidence du bourrelet périglaciaire et de l'augmentation de la colonne d'eau, parce qu'en même temps, pendant la déglaciation, il y a eu l'équivalent de toutes les calottes qui ont fondu, donc forcément, ça presse aussi sur le fond, le fond de la mer. Donc voilà, donc ces phénomènes de géophysique qui viennent perturber un petit peu la simplicité des choses, et on ne peut plus raisonner en termes de vases communicants très simples. Et c'est vrai aussi pour les derniers maximums glaciaires. On est obligé de cartographier, par exemple, et d'avoir bien conscience que la profondeur du dernier maximum glaciaire, elle n'est pas équivalente partout. Alors ici, c'est une modélisation établie, encore une fois, par Glenn Milne et Jeremy Mitrovica, donc deux chercheurs spécialisés sur le sujet, qui représentent en fait la variation spatiale de la topographie du dernier maximum glaciaire, il y a 21 000 ans avant le présent, par rapport à la cote moyenne, la cote eustatique, donc la moyenne qui correspond finalement au volume d'eau, qui est dans cette modélisation de l'ordre de 127 mètres sous le niveau marin actuel. Et vous voyez qu'en fait, pendant la glaciation, il y avait des zones où le niveau de la mer était en fait plus bas. Par exemple, Tahiti, on s'attend à avoir 127, moins 15, donc on est encore plus bas que 127 mètres, alors que d'autres zones, en particulier ici en Floride, ou en périphérie de cette calotte de glace, on va avoir des zones où le changement de niveau de la mer local, régional, sur le trait de côte va être plus faible. Alors vous voyez aussi que quand on considère la Méditerranée, il y a du bleu, il y a un peu de rouge, donc on s'attend à avoir essentiellement pour la Méditerranée occidentale des changements qui vont être moindres que la moyenne globale. Alors c'est des choses qu'on avait déjà étudiées, en particulier avec un collègue australien spécialisé justement sur le réajustement isostatique post-glaciaire, Kurt Lambeck. Ça c'est un papier qui date de 2000. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, donc voilà. Mais vous reconnaissez Marseille est ici, la Corse, les Baléares, la Sardaigne, donc vous voyez, et tout ce qui est représenté ici, en fait, c'est les cotes. Alors ici, c'est pas représenté en anomalie, mais c'est représenté en bathymétrie du dernier maximum glaciaire, localement. Donc vous voyez que l'évolution du niveau de la mer pendant la glaciation était moindre ici à Marseille que, par exemple, au sud de la Sardaigne ou dans les Baléares, à cause de ce réajustement isostatique post-glaciaire. Alors tout ça, ça a son importance lorsqu'on va essayer de considérer les choses, et il faut le faire si on veut être précis sur les implications localement. C'est en particulier vrai pour la grotte Cosquer, qui, encore une fois, est un témoignage direct sur le niveau de la mer. L'ouverture, l'entrée principale, celle qui était utilisée par l'homme préhistorique pour aller peindre et faire des gravures, pendant la glaciation, est située à moins 37 mètres aujourd'hui. Fort heureusement, une partie de la grotte est préservée, est au-dessus de l'eau, ce qui fait qu'on peut observer ces fameux chevaux. Ici, vous avez le niveau de la mer, qui est la partie noire sur cette photo. Donc, fort heureusement, tout n'a pas été submergé, mais il est clair que pendant la glaciation, l'ouverture était très au-dessus de l'eau, était au moins à 60-70 mètres au-dessus du niveau marin, donc les préhistoriques entraient à pied sec, et ils ont représenté une faune tout à fait typique de l'art pariétal paléolithique, du paléolithique supérieur, mais en particulier, ils ont aussi ajouté des espèces exotiques, qui sont moins rencontrées en particulier dans d'autres grottes, des animaux du littoral, en particulier le fameux grand pingouin emblématique de Cosquer, et il y a aussi des gravures de phoques moines. Alors ces deux espèces sont inféodées à des latitudes plus hautes. Alors il y a des populations résiduelles de phoques moines en Méditerranée, mais à l'époque il était beaucoup plus abondant, et c'était vrai aussi du grand pingouin qui maintenant a disparu à l'échelle mondiale. Alors le rivage en fait était finalement assez loin de Marseille. Ici c'est une carte qui avait été établie par
Jacques Collina-Gérard d'AMU, qui représente en fait le réseau hydrographique de toute la partie entre Carry-le-Rouet jusqu'à la grotte Cosquer, Marseille. Et le littoral était finalement à pratiquement 20 km, 10 km de la grotte Cosquer, à des profondeurs beaucoup plus importantes. Alors aujourd'hui, quand on plonge, même à faible profondeur, on voit des paysages en fait, qui sont liés à cette... qui sont typiques en fait, de l'altération aérienne. Ici, si vous plongez sur des sites proches du Planier, vous avez des lapiases. Hein, ici, un lapiaz dans les Alpes. Donc, ce sont des carbonates qui sont altérés. C'est de l'altération météorique liée à la dissolution par les eaux de ruissellement essentiellement. Et c'est des choses qui peuvent s'observer à faible profondeur, qui montrent en fait que toute la partie sous l'eau était effectivement exondée pendant la glaciation. Alors, cette modélisation géophysique, eh bien, on a pu l'utiliser pour, effectivement, à l'époque, estimer la date de fermeture. C'est ça qui nous intéressait, c'était aussi de calculer la date de fermeture de la grotte Cosquer en tenant compte de l'évolution locale après prise en compte de ce réajustement isostatique post-glaciaire. Donc en 2000, on avait estimé que c'était à peu près 11 000 ans à l'époque. On regarde la courbe d'évolution modélisée et la cote de 37 mètres. Et on a refait plus récemment, donc là je collabore avec Glenn Milne, qui est de l'Université d'Ottawa, qui a refait les calculs pour estimer une barre d'erreur. Donc là on est allé plus loin, je n'ai pas le temps vraiment de vous en parler, mais ce qui est important, c'est de voir que la cote du maximum glaciaire ici à Marseille était bien inférieure, la profondeur était inférieure aux 125 mètres que l'on peut avoir en moyenne à l'échelle mondiale. Parce que il y a ce réajustement isostatique post-glaciaire. Donc là, on a pu estimer une barre d'erreur et on a tenu compte de toutes les nouvelles informations sur l'évolution du niveau des mers, de plusieurs modélisations des calottes de glace, donc une complexité derrière ces estimations qui est importante, mais il faut les prendre en compte quand on veut faire des calculs précis. Alors l'autre site dont je voulais effectivement vous parler aujourd'hui, c'est un autre site qui est relativement proche, qui est le site situé au large du Cap Corse, qui a été étudié notamment pendant toute l'expédition conduite par Laurent Balesta, Gombessa 6, où, encore une fois, les premières observations de ces anneaux datent de 2006. C'était une thèse, la thèse de Pluquet en 2006, mais il y a eu pendant 3 années plusieurs campagnes et notamment aussi un film qui vient de sortir que vous pouvez voir sur Arte sur ces fameux anneaux du Cap Corse. Alors je ne vais pas entrer dans tout le détail de ce qu'on est en train de faire sur ces objets, mais je vais vous montrer alors quelques vues. Bon, on ne voit pas tellement là, mais vous verrez mieux. Vous regarderez le film, donc justement c'est très bien comme ça, je ne spoil pas le film. Ici vous avez d'autres vues qui montrent ces anneaux. Alors, les anneaux sont essentiellement des structures qui sont assez régulières, hein. Il y en a plus d'1 millier. Ils ont à peu près toute la même taille, une vingtaine de mètres. Ils sont généralement constitués avec un noyau, un massif en fait, de coralligène qui est constitué essentiellement par des algues calcaires. Et avec d'autres organismes, des Calogorgia qui viennent s'implanter, qui sont beaucoup plus récentes. Et tout autour, en périphérie, il y a une couronne de petits cailloux, en fait, de petits rhodolites. Quand on les éclaire, eh bien, ils sont tout roses, parce qu'en fait, ce sont des objets qui sont synthétisés par des algues calcaires, et le fait qu'elles soient encore roses montre qu'elles poussent encore, même à plus de 100 mètres de profondeur. Il y a suffisamment de lumière pour que la photosynthèse puisse se faire avec ces pigments photosynthétiques. Alors, des forages ont été faits aussi, comme je vais vous le montrer. Alors, comme il y a un film, je vais vous montrer un petit extrait du film qui a été réalisé. Donc, le réalisateur, c'est Yann Rino, donc c'est l'expédition conduite par Laurent Balesta. Et c'est un film qui illustre certains des outils technologiques, scientifiques qui ont été utilisés. Alors, ce n'est pas exhaustif, parce que sinon, vous regarderez le film qui n'est pas non plus exhaustif sur toutes les manips qui ont été faites. Mais voilà. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a eu 3 campagnes en 2021, 2022, 2023. Il y avait 4 bateaux, trimarans, bateaux support des sous-marins. Il y avait un remorqueur de la Marine nationale qui tractait la barge de forage de l'INPP, qui a
le caisson de saturation, le caisson de vie sur le pont et une tourelle ascenseur qui permettait aux plongeurs de monter et de descendre pour travailler. Ici, vous avez des vues en fait, sur les forages, avec depuis le bateau pionnier, le matériel était descendu et donc il était possible de faire ces forages. Ici, encore une fois, quelques vues sur ces forages. Donc c'est un travail qui est soutenu et assez éprouvant, en particulier de travailler à ces profondeurs. Vous avez donc ici une vue qui représente, qui montre un anneau typique avec son massif de coralligène et sa couronne. Et nous avons aussi utilisé un ou deux sous-marins, en fait, essentiellement pour aller observer in situ la morphologie, pour voir observer des surplombs ou des encoches ou des grottes, des entrées de grottes, avec un sous-marin pour voir effectivement les différentes côtes, les différentes profondeurs. Donc c'est une expérience enrichissante et en même temps assez perturbante parce que moi je suis plongeur du dimanche et là dans un sous-marin comme celui-ci on peut prendre des photos avec son iPhone, mais en même temps il faut regarder aussi le détendeur de secours parce que en cas de dépressurisation il faut effectivement être prêt à l'utiliser. Donc on recherchait effectivement des modelés particuliers. Et alors, en correspondance aussi avec d'autres observations et d'autres prélèvements qui ont été effectués à la fois par les plongeurs et avec les carottiers. Donc vous allez voir, je crois qu'il y a une petite séquence où on voit une morphologie dans un pied de tombant. Donc on a des carbonates en fait essentiellement qui sont très bioérodés, qui sont effectivement très altérés. Et des objets qui ont pu être étudiés ensuite au laboratoire et qui sont en cours de mesure. Donc là, vous avez une petite entrée de grotte. Alors, ensuite, de retour au laboratoire, il y a eu beaucoup de manips qui ont été réalisées au CEREJ et ainsi que dans d'autres laboratoires. Donc, je ne vais pas mentionner la quarantaine de laboratoires et de collaborateurs qui travaillent dans le cadre de cette expédition, mais je vais vous mentionner certains des outils en fait, que nous utilisons. Ici, c'est une collègue, Frauke Rostek, qui a échantillonné les carottes effectuées dans les noyaux des anneaux pour faire les datations. Donc là, elle prélevait justement dans ces lames d'algues calcaires. Ensuite, on fait des pré-traitements chimiques. Un autre collègue, Johan Fago, qui fait des pré-traitements chimiques préalables au carbone 14. Un autre collègue encore pour les mesures, Thibaut Tuna, pour les mesures avec l'accélérateur ex-Micadas, donc qui est implanté au CEREJ. Et donc, beaucoup de manips. Il y a eu d'autres manips qui ont été faites aussi au CEREJ. On a travaillé, on a fait des lames minces, on a fait des analyses tomographiques sur tous les objets. On fait des analyses minéralogiques, des analyses de chimie aussi, des analyses isotopiques pour calculer des paléotempératures. Et aussi, un des groupes du CEREJ, spécialisé dans le magnétisme des roches, a fait des études de cartographie magnétique au niveau des anneaux du Cap Corse, en déployant un magnétomètre qui a été tracté et qui a pu mettre en évidence en fait, des roches qui sont sous-jacentes aux anneaux du Cap Corse. Donc ça, c'est essentiellement Minoru Uehara et une équipe qui est conduite par Jérôme Gatacheka, qui est notre géomagnéticien du CEREJ. Voilà, donc beaucoup d'informations qui sont en cours de traitement. Alors, je ne vais pas mentionner, aller trop dans les détails, mais quelques faits importants. Les carottes, essentiellement, ici c'est un exemple de carottes, sont constituées essentiellement par des algues calcaires, ont été construits, c'est des massifs qui sont construits, donc quand on a fait les forages dans ces noyaux d'anneaux, par des algues calcaires, essentiellement des lithophyllum. Ici vous avez une espèce représentante de ce genre, et vous avez les datations, en fait, ici c'est un diagramme simplifié, mais évoluent entre 21 000 ans et 18 000 ans. On a un arrêt qui est abrupt, et ensuite on repart avec
d'autres espèces, un chapeau, c'est vrai dans cette carotte et dans une autre, un chapeau qui correspond à d'autres algues calcaires, du genre Mesophyllum. Ici, vous avez un exemple récent, une photo prise en plongée sous-marine. Donc, un gradient qui est très important entre eux et une reprise beaucoup plus tardive. Donc, ici, ça commence vers 9000 ans et on a des dates qui vont jusqu'à quelques siècles. Donc, des données qui sont encore préliminaires, qui sont en cours de traitement. Mais donc une chronologie qui est relativement bien établie et qui montre qu'en fait, la partie construite correspond au maximum glaciaire, au dernier maximum glaciaire. Les autres paramètres qui ont été datés, ce sont les rhodolites. Ici, c'est un exemple, mais on en a découpé plusieurs dizaines, on les a étudiés, on a daté. Vous avez ici un exemple. Généralement, elles sont construites autour d'un petit élément fossile, ça peut être une algue calcaire, ça peut être un morceau de mollusque, ici, c'est le cas, qui est daté ici à 9000 ans. Donc ça reprend, le début de ces algues, de ces rhodolites correspond à peu près au chapeau, au mésophyllum qui sont implantés sur les coralligènes du dernier maximum glaciaire. Et vous avez une pousse qui est relativement régulière pendant tout l'Holocène, qui évolue dans le temps, jusqu'à la partie très récente, qui est moderne, en fait, avec le C14, on peut effectivement aller jusqu'à la période moderne. Donc, qui confirme que les algues non seulement produisent des pigments photosynthétiques, mais en plus présentent de la synthèse carbonatée. Alors, quand on regarde les choses et qu'on essaye de mettre ça en relation avec l'évolution du niveau des mers, on obtient ce type de diagramme. Ici, vous avez ce que j'ai représenté, en fait, c'est toujours avec une simulation qui est locale. Donc là, on a regardé précisément ce qui se passait au niveau du trait de côte du Cap Corse, une simulation qui a été établie en collaboration avec Glenn Minn, avec l'évolution du niveau des mers, en prenant en compte l'incertitude qui est adéquate, avec un maximum glaciaire qui correspond ici à 100-110 mètres de profondeur, donc bien inférieur à la moyenne mondiale. Et donc, ce que l'on peut observer, c'est qu'en fait, quand on met en correspondance les différentes séquences que l'on a trouvées dans ces carottages, on voit que les noyaux des anneaux ont été synthétisés par ces algues calcaires, par les lithophyllums, à très faible profondeur, à 10 mètres de profondeur, quelques mètres de profondeur, sous le niveau de la glaciation. On observe aussi qu'il y a un hiatus de croissance ou bien d'érosion. On ne sait pas encore exactement quelles sont les contributions de ces deux termes, mais essentiellement pendant toute la phase de déglaciation, avec en particulier cette accélération du niveau de la mer, la turbidité de l'eau devait être très importante. En plus, le profil de température est très tourmenté pendant cette période. Il y a eu un refroidissement très abrupt entre 18 000 ans et 15 000 ans, qui est très important. Il y en a eu un autre après, centré vers 13 000 ans. Donc il y a une complexité aussi paléoclimatique de cette période qui est très importante, qui est prise en compte. Et on a une pousse ensuite beaucoup plus tardive des chapeaux de mésophyllum implantés sur le lithophyllum, qui, eux, ont poussé à plus de 90 mètres de profondeur, voire 100 mètres à l'heure actuelle, avec ces rhodolites qui poussent encore jusqu'à la période actuelle. Donc on a vraiment deux phases très différentes. Alors, mais il est très clair qu'en fait, les noyaux de ces anneaux ont été construits pendant la glaciation et sont complètement inféodés justement à ce dernier maximum glaciaire. Alors, quand on fait des considérations justement sur la cote et sur les profondeurs de ces différents objets dans le temps, donc je vous ai dit qu'il faut considérer l'évolution et les déformations de la Terre, donc de la géophysique, mais c'est de la géophysique du réajustement isostatique post-glaciaire qui tient compte aussi des masses d'eau qui viennent fondre et qui donc ont aussi une action sur le plancher océanique. Mais il y a d'autres phénomènes qui peuvent aussi affecter le trait de côte, en particulier ce que l'on appelle des phénomènes de tectonique active, soit de surrection, soit de subsidence. Et donc, il faut les prendre en compte, ou au moins les estimer. Alors, une façon de le faire, c'est d'aller étudier des niveaux de la mer très anciens, en particulier une période qui est très bien répertoriée, que l'on connaît bien et qui est échantillonnable à pied sec, qui est la période du dernier interglaciaire, la dernière période interglaciaire, donc il faut remonter encore plus dans le temps que 21 000 ans. Donc ici, c'est un graphique un peu compliqué, mais que j'ai repris
de la littérature qui représente en fait l'évolution du niveau des mers. Il faut regarder la courbe bleue en fonction du temps qui est estimé ici en milliers d'années. Donc on remonte ici jusqu'à 140 000 ans avant le présent. Donc le dernier maximum glaciaire, LGM en anglais, est ici. L'interglaciaire actuel présent, il est là. Donc les derniers 10 000 ans sont ici. 21 000 ans est ici. Et la dernière période interglaciaire, là c'est tout le cycle glaciaire, est équivalente finalement à notre période interglaciaire qui dure depuis plus de 10 000 ans. C'est l'équivalent, mais le niveau de la mer était encore un peu plus haut. Vous voyez ici qu'on a un niveau de la mer pendant cette période qui était entre 0 et 10 mètres d'altitude par rapport au niveau actuel. Alors sur le trait de côte, ça se voit, hein, ici c'est une encoche, ça se voit en particulier avec des encoches de marée. Ici, vous avez un très bel exemple dans le golfe de Roseille. C'est toujours une photographie là, que je dois à mon collègue Fabrizio Antonioli, qui est ici. Et vous avez il n'est pas très grand en fait, Fabrizio. Mais donc vous avez ici une altitude qui est de l'ordre de 8 mètres pour cette côte de l'encoche. On voit l'encoche actuelle qui marque la stabilité du niveau de la mer, qui, par bioérosion et action mécanique, a tendance à éroder le calcaire, mais là, le calcaire est tellement homogène que ça donne des choses vraiment très, très abruptes. Le problème, c'est que c'est difficile à dater et étudier. Alors, dans d'autres zones, on peut trouver d'autres choses dans ces plages, dans les dépôts du dernier interglaciaire, en particulier parce que si le niveau de la mer était entre 5 et 10 mètres plus haut que l'actuel, c'était lié au fait qu'il y avait moins de calottes de glace sur les continents, en particulier la calotte du Groenland était 2 fois inférieure à ce qu'elle est actuellement, et toute la Terre était un peu plus chaude, était en moyenne de l'ordre de 2 degrés plus chaude, en particulier en Méditerranée. C'est des choses qui ont pu être estimées. On l'a fait en particulier avec des rapports isotopiques, le rapport O18 sur O16 dans des mollusques. On a fait ça à partir de 1993. On a des données encore plus récentes. Et on a aussi travaillé sur les paléotempératures, sur les algues du Cap Corse. Mais toute la Méditerranée a été envahie par des espèces exotiques, des espèces invasives, qui venaient du golfe de Guinée, en particulier des faunes qui aujourd'hui n'existent plus, enfin existent encore, mais uniquement dans le golfe de Guinée, qu'on retrouve dans certaines plages, en particulier ici des mollusques de Majorque. Et donc on est allé étudier ces dépôts du dernier interglaciaire, de la dernière période interglaciaire, qui étaient déjà cartographiés, connus de longue date, mais quelquefois assez peu étudiés finalement avec des moyens actuels, à l'ouest, à Saint-Florent, et à l'est du Cap Corse, à Macinaggio. Donc ici, vous avez des photos de certains affleurements. À plus de 5 mètres, vous avez ici, entre 5 et 10 mètres, tout le littoral est criblé de balles. Hein, c'est des mollusques lithophages, des dattes de mer de l'époque, qui ont troué en fait, le massif carbonaté. Et dans les galets de plage, à une altitude importante, donc entre 5 et 10 mètres, on trouve des mollusques qui correspondent à cette période interglaciaire. Au-dessus, ce que vous voyez ici, donc ici vous avez un affleurement à Macinaggio. La plage interglaciaire est ici, on ne la voit pas bien. Ici, on la voit à Saint-Florent, elle est marron. Et tout ce qui est au-dessus, en fait, ce sont des sédiments de dunes, c'est des dunes calcaires, en fait, des calcarénites, qui correspondent au maximum glaciaire. Donc on a pu retrouver des fossiles, différentes espèces, des coraux aussi. Donc tout ça est en cours d'étude au CEREG et dans d'autres laboratoires. Et donc c'est à la fois excitant et en même temps beaucoup de travail encore à réaliser sur ces objets. Donc j'ai beaucoup parlé et donc je vois que l'heure tourne. Et essentiellement, donc, comme vous le savez, je voulais pointer votre attention vers finalement 2 films documentaires. Donc d'une part, un film qui a été diffusé l'année dernière, en fait, ce qui s'appelle Grotte-Cosquer, Homo sapiens et la mer, qui a été diffusé sur TV5, mais qui est en libre accès sur la plateforme Vimeo. Donc là, il y a toute une séquence en fait, qui a été réalisée effectivement au CEREG et aussi sous l'eau, sur le Lapias, par exemple, de la pierre à la bague. Et beaucoup d'autres informations avec d'autres collègues, en particulier du LAMPEA pour la partie préhistoire, et sur d'autres sites, parce que le documentaire est effectivement sur les relations entre l'homme préhistorique et la mer, et pas uniquement centré sur la grotte Cosquer, qui est le point de départ et le point le plus significatif, mais encore une fois, ça va beaucoup plus loin. Et je vous signale aussi la sortie depuis une semaine, et avec un prime time à la télévision le samedi qui vient, samedi prochain,
à 20h55 sur Arte, du film documentaire, donc de l'expédition de Laurent Balesta, réalisé par Yann Rino. Et tout cela est disponible actuellement sur le site web de Arte, ainsi que sur YouTube. Donc voilà. Et je vous remercie encore une fois de votre attention. Merci Édouard pour cette très jolie conférence. Donc je laisse, comme d'habitude, la parole à qui la souhaite. Bonsoir, merci pour cette conférence très instructive. J'ai une question à propos en fait du point zéro. Alors, je suppose que par convention, il doit exister pour tout le monde, pour la Terre. S'il existe, comment est-il calculé? Alors bon, il faudrait poser des questions à des géophysiciens. Pendant très longtemps, le niveau zéro était pris à Marseille, en particulier pour la France et pour d'autres pays. Maintenant, la géophysique, tout est calculé par rapport au centre du géoïde. Donc c'est un point un petit peu fictif pour nous, mais il existe effectivement un point zéro de calcul, en particulier pour tout ce qui est altimétrie satellitale. Donc c'est un point géophysique qui est défini géométriquement par cette géophysique satellite. Donc il y a malheureusement plus d'endroits avec un marégraphe où on dit voilà, ça c'est le point zéro des cartes françaises. Ça l'a été pendant très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que le marégraphe dépend encore de l'IGN et ne dépend pas du CHOM. Je crois que, alors je ne sais plus si le transfert a été fait, mais pendant très longtemps, une partie de l'Europe était dépendante justement du point zéro à Marseille. Voilà. Merci Édouard. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Alors, la Terre qui change de forme comme ça, le diamètre de l'équateur est en train de se réduire actuellement? Alors, la Terre se remet en forme. Encore actuellement, et en particulier, c'est quand on fait cette petite expérience avec une balle, on peut concevoir en fait que ce que l'on appelle le moment d'inertie de la Terre varie dans le temps. C'est un peu la même chose que pour un patineur qui ramène ses bras vers le corps. La Terre a tendance à s'allonger, et donc la rotation, la vitesse de rotation augmente. Et actuellement, la durée du jour évolue. Elle diminue à cause... Alors, pas à cause uniquement de ce phénomène, il y a plusieurs phénomènes qui se surimposent. Il y a beaucoup de géophysiciens et d'astronomes qui se chargent justement de regarder finement la durée du jour, length of day, enfin le LOD en anglais, mais une partie de l'évolution actuelle de la durée du jour, c'est imperceptible pour nous, est liée à ce réajustement isostatique post-glaciaire, et donc de l'évolution de ce fait que la Terre ramène ses bras. Alors il y a une autre composante qui est liée à l'échappement de la Lune, mais il y a beaucoup de phénomènes qui viennent se composer, mais il y a cette contribution qui a tendance à faire diminuer la durée du jour. Donc c'est des choses qui sont bien mesurées et quantifiées, mais encore une fois imperceptibles au commun des mortels. Merci. Elle évolue tout le temps à cause des glaciations. Et elle évolue en particulier aussi à cause de l'échappement de la Lune. Et d'autres phénomènes encore. Il y a des phénomènes atmosphériques, il y a une variabilité à très court terme, quasiment météorologique, climatique, de l'évolution de la durée du jour. Merci Édouard. J'ai une question de Christian derrière le pupitre. Oui, bonjour Édouard et merci beaucoup pour ta présentation. Alors j'ai une question, peut-être deux en même temps. Est-ce que la déglaciation qui a fait remonter le niveau des mers a eu un impact sur la salinité? Et est-ce que la glaciation qui a fait remonter le niveau des mers a du coup, comment tu travailles sur peut-être la dilution du C14 dans les océans? Alors, donc il y a deux questions. Deux volets à ta question, mais qui ne sont pas disjoints. Effectivement, l'eau douce était stockée sur les continents, donc l'eau était plus salée, à peu près 1 pour 1000. Il y avait à peu près 1 pour 1000 de différence de salinité.
On est obligé d'en tenir compte, en particulier lorsqu'on fait des analyses des isotopes stables, au 18 au 16, qui covarient avec les salinités. Et en plus, c'est possible, il y a des collègues qui travaillent aussi sur des mesures de salinité, de chlorinité, dans les eaux interstitielles. Et la diffusion moléculaire dans les eaux interstitielles aujourd'hui à grande profondeur n'est pas suffisante pour avoir éliminé l'eau en fait, du dernier maximum glaciaire. Donc en fait, alors il y a un profil de diffusion, mais il est possible de calculer, de mesurer même, avec un profil de chlorinité, et aussi d'isotopes stables, delta O18, delta D, de mesurer, enfin deutérium sur hydrogène, de mesurer le gradient dans les eaux interstitielles. Alors il y a un autre exemple, et ça par contre on l'a fait au CEREG, et au départ j'étais enthousiaste parce que je trouvais que c'était très élégant. On a appliqué cette même technique d'aller rechercher les variations de salinité du dernier maximum glaciaire qui sont vues dans les mesures de chlorinité au fond de l'océan. Dans les eaux interstitielles, on a essayé de les regarder dans des bassins marginaux, en particulier en mer de Marmara et en mer Noire, parce que pendant la glaciation, le niveau de la mer était plus bas que les détroits des Dardanelles, le Bosphore, qui connectaient la Méditerranée avec... Et en fait, la mer Noire et la mer de Marmara étaient occupées par des lacs. On a des sédiments, quand on a fait des forages, on est allé, avec le Marion Dufresne, prélever des sédiments, à la fois en mer Noire et en mer de Marmara, et on a prélevé des sédiments qui correspondent à des sédiments lacustres. Et il y a une phase saumâtre qui est ensuite suivie par une phase marine. Bon, c'est quelque chose qui est bien connu. Mais par contre, ce qui était original dans ce qu'on voulait faire, c'était de travailler sur les eaux interstitielles. Parce que là, le gradient, il était énorme. C'est-à-dire qu'on passait d'un lac à des eaux saumâtres. C'est-à-dire la mer Noire, elle a une salinité saumâtre de l'ordre de 20 pour 1000. La mer de Marmara, elle est un peu intermédiaire. Donc un gradient qui est très important. Donc ça, c'était un sujet de thèse que j'avais donné un de mes étudiants de thèse, Guillaume Soulet, qui a été chercheur à l'Ifremer et qui malheureusement a démissionné très, très récemment. Enfin bon, il y a des problèmes avec l'Ifremer. Mais bon, et un des projets de son sujet de thèse, c'était de prélever en mer de Marmara, dans des sédiments, de l'eau interstitielle, mesurer les isotopes stables, les chlorinités, pour matérialiser le gradient entre le fond de la mer de Marmara, le fond de la mer Noire, et les eaux en profondeur. À 30 mètres de profondeur dans le sédiment, aujourd'hui, il y a encore de l'eau douce qu'on peut boire. C'est assez fabuleux parce que la tortuosité fait que la diffusion moléculaire n'a pas effacé le gradient. Si on attendait 1 million d'années, avec un niveau de la mer stable, les salinités se seraient totalement homogénéisées. On n'aurait plus de gradient. Et là, on maintient un gradient encore, à l'heure actuelle, entre 20 pour 1000 et pratiquement de l'eau douce à 30 mètres de profondeur. J'ai trouvé ça fabuleux. Alors, le problème, c'est qu'il fallait faire de la modélisation pour essayer de reconstituer. Le but, c'était de reconstituer le timing de l'invasion de la mer Noire, parce qu'il y a une théorie sur le déluge en mer Noire. Bon, sinon, on va y passer beaucoup de temps, mais les calculs étant réalisés, on n'a pas réussi à conclure sur le phénomène abrupt ou pas, parce qu'il y a des phénomènes qui ont compliqué un petit peu l'affaire, parce que autant quand on change pendant une glaciation de l'ordre de 1 pour 1000 la salinité de l'eau de mer à l'échelle mondiale, ça n'a pas vraiment une grande influence sur la dynamique des masses d'eau. Par contre, changer de 20 pour 1000, faire s'engouffrer, non, de la mer, de l'eau de la Méditerranée chargée à 35, 38 pour 1000 de salinité en mer Noire sur de l'eau douce, c'est de l'eau qui est beaucoup plus dense. Donc il y a à la fois un phénomène de diffusion, mais il y a aussi un phénomène d'advection, parce que c'est de l'eau qui est un peu plus lourde. Donc il fallait tenir compte de ça, ce qui fait que dans les calculs, les incertitudes étaient telles qu'on n'a pas pu effectivement aller à des conclusions. Donc il y a des papiers qui ont été publiés, mais avec des incertitudes qui étaient encore relativement grandes. Alors sur le problème du C14, c'est un autre problème, mais effectivement, la dynamique, les échanges air-mer étaient un peu différents, donc on tient compte, en particulier, on tient compte des évolutions de l'âge réservoir des masses d'eau en surface pour faire des corrections. Et ça, c'est un travail qu'on est vraiment, en première ligne au niveau du CEREG. On a même en particulier un projet spécifique justement sur l'estimation par modélisation et avec des données marines, essentiellement du plancton dans les sédiments marins, de cette évolution de l'âge réservoir au cours du temps et de sa modélisation
qui est lié aux échanges air-mer. Il y a des zones particulières. Quand il y a de la banquise, les échanges se font moins bien. Donc ça affecte dans ces zones le C14. Donc les datations doivent être corrigées à cause de cette évolution. Et c'est des choses qui sont faites aussi au niveau international. C'est-à-dire que là, on travaille, on contribue à un programme international qui s'appelle le programme UNCAL, qui travaille sur des itérations de ces corrections pour le C14. Merci Édouard pour cette réponse complète. Bonjour. Je voulais savoir si on a fait des prélèvements de trottoirs lithophyllum à côté de la grotte Cosquer, s'il y a eu des prélèvements. Vous avez parlé de la CIOTA, de travail de scientifiques, mais est-ce que vraiment à côté ou... Alors, pour la grotte Cosquer, oui, il y a eu deux datations qui avaient été effectuées il y a fort longtemps. Sur des... Alors, malheureusement, ce n'était pas du lithophyllum bissoides, hein, ce n'était pas le trottoir très confiné, mais des lithophyllums formés à plus grande profondeur. Et les deux datations sont un peu plus récentes, mais c'est assez logique, parce qu'en fait, c'est des objets qui, eux, ont poussé effectivement en profondeur, donc on peut effectivement les mettre en corrélation. Ces deux datations qui sont anciennes, hein, qui datent... C'est un papier par Sartoretto, je crois dans début des années 90, avec des collègues même du CEREJ, avec Christophe Morange, Jacques Collina-Gérard et d'autres. Peut-être que Jacques Laborel était aussi un des co-auteurs, mais c'est un papier de Sartoretto sur cette datation justement de l'entrée de la fermeture de la grotte à partir de ces datations de coralligène dans le boyau justement. Parce que l'espoir c'était d'échantillonner du coralligène, justement, c'était une des photos. La photo là que j'ai proposée, c'est une photo comme illustration que j'ai prise avec des algues rouges, donc de lithophyllum, ici il y a aussi d'autres algues rouges, des Pessonelia, il y a des vers émeraude, là c'est des Palmophyllum, Crassum, etc. Donc plusieurs algues. Dans les surplombs et dans les zones de grotte, en fait, ce lithophyllum peut remonter, et donc c'est pour ça qu'en fait Sartoretto et collaborateurs sont allés chercher dans le boyau à l'entrée de la grotte, mais pas directement à l'extérieur, pour essayer de se contraindre le niveau de la mer pendant justement cette fermeture de la grotte Cosquer. Mais malheureusement, c'est des objets qui sont un peu plus tardifs parce que ils ont poussé sous l'eau à une profondeur qu'on peut estimer maintenant. C'est-à-dire que maintenant, avec leur datation et les calculs que l'on a pu faire, on peut effectivement calculer la profondeur de croissance de ce coralligène. Merci Édouard. Avant de passer la parole à monsieur, j'ai une question d'un internaute qui nous demande pourquoi les coralligènes corses sont en anneaux. Alors c'est une bonne question, et en fait, il y a plusieurs théories qu'on est en train de travailler. Alors il y a beaucoup d'objets qui se disposent en anneaux dès que la place, quand il y a des sorties, il y a des sorties de fluides ou d'autres, ou d'organisation avec une occupation de l'espace qui est contrainte, très rapidement, ces objets vont avoir des géométries qui peuvent être régulières. Il y a en particulier un champ, alors ce n'est pas des anneaux équivalents à ceux du Cap Corse, mais il y a à l'ouest de la mer de Marmara, à 60 mètres de profondeur, il y a un champ en fait, de biohermes qui ont une géométrie qui est très similaire aux anneaux du Cap Corse et qui sont liés à des remontées de fluides, de méthane essentiellement. Donc ça, c'est une des hypothèses qui a été formulée, qui est une de nos hypothèses de travail pour interpréter le pourquoi de ces formations au niveau du Cap Corse. Donc je ne vais pas dévoiler les choses parce que, encore une fois, c'est des travaux qui sont faits en collaboration avec d'autres équipes, mais le parallèle, par exemple, avec ce qui se passe à l'ouest de la mer de Marmara est tout à fait frappant. On a une zone comme ça de milliers de biohermes qui ont à peu près tous la même taille, de l'ordre d'une vingtaine de mètres. Ils sont disposés en nid d'abeilles parce que dès que les objets circulaires vont se rencontrer, ils vont former une espèce de réseau. Et là encore, en fait, il s'agit de formations qui sont aussi liées au niveau de la mer. Parce que, comme je vous l'ai dit, pendant la glaciation, la mer de Marmara était un lac.
Et en fait, ces objets, ils ont ces biohermes, ce champ de biohermes qui est situé entre 60 et 50 mètres de profondeur, est lié au fait qu'il a fallu attendre en fait, que le niveau de la mer de la Méditerranée soit plus haut que le détroit des Dardanelles pour que de l'eau de mer vienne s'engouffrer et que donc des objets, il y a des algues calcaires hein, qui contribuent à ces biohermes. Il y a d'autres organismes encore, donc c'est pas aussi joli que les anneaux du Cap Corse, mais ce sont des constructions qui sont un peu similaires, qui sont à moindre profondeur, parce qu'elles correspondent à la phase d'ennoiement de la mer de Marmara, qui est plus tardif, parce qu'il a fallu attendre la moitié de la déglaciation, pratiquement 12 000 ans, pour que l'eau de mer puisse s'engouffrer et former ces biohermes. Et d'ailleurs, en fait, alors pas sur le champ très régulier, avec plus d'1 millier de biohermes qui est à l'ouest de la mer de Marmara, mais on a travaillé en fait sur des biohermes de Marmara en les datant, et effectivement, à leur base, eh bien, on a pu reconstituer, obtenir des âges C14 qui correspondent à cette déglaciation, à 12 000 ans, qui correspond justement à cet ennoiement de la mer de Marmara pendant la déglaciation. Voilà, donc c'était une des réponses, et encore une fois, on a beaucoup de travail encore sur la planche, avec beaucoup de collègues qui travaillent et qui collaborent justement pour essayer de faire parler ces différents échantillons. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour tous ces éclairages. J'ai deux questions en fait. Y a-t-il eu des périodes où il y aurait eu d'autres ponts terrestres entre l'Afrique et l'Europe pendant la période étudiée? Par exemple, je suppose que jamais le détroit de Gibraltar n'a été fermé. Mais peut-être dans d'autres zones, peut-être dans la mer Égée. Et la deuxième question, qui ne concerne pas vraiment la Méditerranée, la réduction des masses d'eau marine par la création de masses de glace sur les inland seas, etc., a-t-elle pu avoir un impact sur les marées dans la mesure où la masse d'eau qui devait être attirée par la Lune était plus faible? Alors, pour les marées, oui, il y a toute une communauté qui travaille effectivement sur les calculs de marées à ces époques. Donc c'est indéniable que ça a eu une influence. Et puis aussi, la position de la Terre par rapport au Soleil, par rapport aux autres planètes était différente. C'est aussi ça qui crée les glaciations. Hein. Donc il y a aussi d'autres contraintes astronomiques. Donc il y a effectivement des calculs de marées pour ces époques, donc, qui dépendent des lieux géographiques. Pour vos autres questions sur sur les ponts terrestres, oui, bon, il y a eu Gibraltar a été fermé dans le temps, il y a très longtemps, il y a plus de 3 millions d'années, avec l'épisode qu'on appelle du Messinien. Il y avait formation d'évaporite, donc assèchement partiel de la Méditerranée. D'ailleurs, il y a même des résurgences à l'heure actuelle. Au fond de la Méditerranée, il y a des lentilles en fait, d'eau salée à très grande profondeur qui sont plaquées sur le fond, qui ne se mélangent pas avec la Méditerranée, à cause justement de cette résurgence du sel messinien. Mais beaucoup plus récemment, par exemple pendant la glaciation, pendant la dernière glaciation, le détroit de Gibraltar n'était pas fermé. Par contre, les échanges, aujourd'hui, le détroit de Gibraltar, c'est un sphere-drop, c'est 1 million de mètres cubes par seconde. Il était affecté pendant la glaciation. Et en particulier, il y a certaines îles, il y a des îlots en fait, qui étaient exondés au niveau de Gibraltar. Et ça a été un collègue là, que j'ai déjà cité, Jacques Collina-Gérard, voulait absolument étudier ces différents îlots pour essayer de voir s'il n'y avait pas des sites archéologiques. Et il avait même fait un papier pour dire que c'était l'Atlantide. Mais bon, voilà. Donc, vous pouvez en parler avec lui. Mais donc, il y a effectivement des ponts. Alors, ce n'est pas un pont continu, mais des possibilités de sauter. Mais il est indéniable aussi que les Néandertaliens n'ont jamais sauté, sont jamais allés de la péninsule ibérique jusqu'au nord de l'Afrique. Par contre, il y a d'autres endroits dans le monde, il y a d'autres zones géographiques qui sont très intéressantes où justement on peut étudier ces ponts terrestres, en particulier toute la zone de la Sonde, autour de l'Indonésie. Tout le plateau était complètement exondé et donc on avait possibilité de passage des hommes entre les différentes îles qui n'existaient pas à l'époque. Merci. J'ai une petite question d'un internaute qui nous demande, depuis la fin de la dernière grande déglaciation, il y a eu des épisodes
comme le petit âge glaciaire, est-ce que ça peut compliquer les interprétations des résultats? Alors, bon, le petit âge glaciaire, il a eu une influence qui est indéniable, mais en même temps beaucoup plus faible. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle le petit âge glaciaire. En pratique, là, sur les objets qu'on regarde et sur le niveau de la mer, les fluctuations sont très très faibles. Alors effectivement, c'est pris en compte. C'est-à-dire qu'on peut étudier le niveau des mers sur 2000 ans. Hein. Bon, j'ai fait des cours, là, ils sont disponibles sur le site web du Collège de France. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder le cours spécifique où j'ai regardé l'évolution du niveau des mers sur 2000 ans. On a des informations, il y a des modélisations, mais ce sont des fluctuations de l'ordre de quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres. Donc on est vraiment à la limite de la faisabilité et de la précision des marqueurs du niveau de la mer ancien. Il y a plusieurs techniques qui permettent de reconstituer ça, mais on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. Et donc ça n'affecte pas les changements, la précision de ce qu'on regarde avec des dizaines de mètres. Ce que j'ai oublié de dire, qui est important, c'est que rien que sur les derniers 5000 ans, je vous ai montré les données là, de Jacques Laborel qui montraient une évolution du niveau des mers de l'ordre de 1,50 m sur 5000 ans. Donc on peut dire que c'est colossal, mais en fait c'est assez petit quand même, en regard des 120 mètres de remontée post-glaciaire. Mais c'est une remontée de 1,50 m sur 5000 ans, alors qu'en fait, le niveau des mers ne devait pas bouger, parce que les calottes de glace avaient terminé leur fonte il y a 5000 ans. Elles avaient même terminé ça il y a 6000 ans à peu près. Donc en fait, l'évolution qu'on voit sur le trait de côte de Marseille, il est complètement lié justement à ce réajustement isostatique post-glaciaire. Donc on a les tendances qu'on voit à l'heure actuelle sur les traits de côte au niveau même de l'ordre du mètre sont complètement pilotées par cette mémoire du dernier maximum glaciaire encore actuellement. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que les données des satellites altimétriques, donc Jason, après Topex, Poséidon, enfin, toute la série des satellites altimétriques, les satellites gravimétriques qui permettent de peser les calottes de glace, de peser l'océan, les deux satellites Grace là, qui se suivent à 150 km de l'un de l'autre, eh bien c'est la principale correction, une des principales corrections de ces données brutes, c'est la correction liée au réajustement isostatique post-glaciaire. Parce qu'il manque de la masse, par exemple, au niveau de... si vous regardez les données brutes, vous allez avoir l'impression qu'en fait, il y a une calotte de glace qui est en train de pousser au niveau du Canada, alors qu'en fait, c'est la remontée du socle qui intervient et qui influence les données gravimétriques. Et c'est vrai aussi pour les données altimétriques. Donc en fait, toute la science qui est faite sur ce dernier maximum glaciaire, elle contribue aussi aux corrections sur les satellites de mesure actuelles, à la fois en altimétrie et en gravimétrie. Merci Édouard pour cette réponse. Est-ce que des questions? Non, plus de questions. Si vous n'avez plus de questions, on va remercier encore une fois Édouard pour cette très jolie conférence. Je ne doute pas qu'on ait appris, vous et moi, un très grand nombre de choses ce soir. Donc je vous remercie de vous être déplacés, d'être présents. Je remercie les gens qui se sont connectés et je vous donne rendez-vous le prochain dernier mercredi du mois, où on sera donc en mai, pour une conférence des droits. C'est un collègue qui est docteur en droit qui vient nous faire une conférence sur le droit de la Méditerranée. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine conférence, donc à la fin mai. Merci beaucoup et encore merci beaucoup Édouard.